Setsu était un gigachad antisocial qui restait seul pour cacher ses pouvoirs surhumains. Mais tout a changé après qu'il ait été transporté dans un autre monde avec ses camarades de classe. Maintenant, il peine à protéger son secret tout en faisant face à tous les méchants qui sont soudainement devenus désespérés de l'attaquer. Tout a commencé un jour aléatoire en classe. Setsu essayait de réfléchir, mais Yui continuait à lui parler, alors il lui a dit qu'il aimait aller à des fêtes pour faire peur et espérer que cela le ferait fuir. Elle ne s'en souciait pas et a commencé à jouer avec ses cheveux, alors il a finalement décidé de la laisser continuer à lui parler. Mais soudain, le monde extérieur est devenu sombre et un portail a commencé à s'ouvrir. L'instant d'après, ils étaient dans un champ ouvert, mais alors que le reste des élèves essayaient de comprendre ce qui se passait, Setsu savait déjà exactement où ils étaient. Juste à ce moment-là, ils ont vu des démons géants en armure foncer vers eux. Alors ils ont tous commencé à courir, mais Setsu est resté immobile. Juste au moment où l'un des démons s'est approché, Yui l'a repoussé, mais ils étaient encore trop proches. Alors il a utilisé un mouvement de son doigt pour envoyer le démon voler. Yui a commencé à essayer de comprendre ce qui s'était passé, mais il l'a immédiatement attrapé et a commencé à courir pour rejoindre leurs camarades de classe. Ils ont alors vu un groupe de chevaliers de l'autre côté et ont regardé alors qu'ils chargeaient pour abattre les démons. Un groupe de mages a utilisé la magie du feu pour exploser les démons et a aidé les chevaliers à les détruire, tandis que Setsu et ses camarades de classe observaient de loin en toute sécurité. Après que Setsu a ressenti une puissante malédiction contrôlant les démons, Eruka est arrivé à cheval et leur a dit de quitter le champ de bataille avant que Grain ne la rejoigne pour commander la bataille. Avec eux deux abattant facilement plusieurs démons, Setsu s'assura que Yui avait encore assez de force avant qu'ils ne partent en sécurité. Peu de temps après, le roi de Destinia les a accueillis et a dit qu'ils étaient des héros du destin envoyés pour protéger le royaume et toute l'humanité des démons. Ils ont tous été confus par ce qu'ils disaient, alors la princesse a pris le relais et lui a parlé d'un héros qui a également été invoqué comme eux et a sauvé leur monde il y a 5 ans. Elle a ensuite demandé leur aide pour vaincre les démons, mais les étudiants ont commencé à dire que leurs compétences à Call of Duty ne comptaient pas comme une expérience de combat magique. Ils ont décidé de rester car la seule autre option était retourner pour affronter les démons géants, alors la princesse leur a indiqué où se trouvait leur chambre et ils sont partis. Plus tard, les garçons avaient déjà commencé à travailler sur leurs compétences en épée avec Green, tandis qu'Eruka enseignait aux filles comment utiliser la magie. Yui était la seule à réussir à activer ses pouvoirs et Setsu l'avait observé tout le temps. Il était sur le point de sortir quand il a vu Eruka et a parlé comme s'ils étaient deux vieux amis. Elle l'a félicité pour pouvoir parler librement malgré son arrivée récente et a menacé d'utiliser la force s'il refusait d'être respectueux. Après qu'il lui ait dit de faire de son mieux, elle a chargé avec une épée en bois, mais il a esquivé et frappé ses gâteaux de riz. La petite tape d'amour l'a rendu faible au genou, alors il lui a demandé si elle avait reconnu son aura et elle a soudainement commencé à l'adorer. Le moment suivant, elle est devenue joyeusement sa chaise et l'a remercié de penser qu'elle était suffisamment digne pour le porter, tandis qu'il demandait pourquoi elle devenait encore plus effrayante que la dernière fois. Elle profitait du moment lorsque Gran est apparu et a demandé qui il était. Alors elle lui a dit qu'il était le héros d'il y a 5 ans. Il était d'abord confus, mais après avoir vu les efforts qu'Eruka faisait pour le servir, il s'est convaincu. Il venait d'arriver au labo de Théa pour lui dire quand elle a dit qu'elle savait déjà que c'était lui avant qu'il n'entre et ne commence à fouiller dans ses affaires pendant qu'elle travaillait sur une nouvelle potion. Après lui avoir souhaité la bienvenue, Eruka a dit qu'elle avait quelques questions, alors ils sont allés au rempart pour discuter en regardant le royaume. En regardant la marque d'explosion sur le mur, Setsu se souvenait d'un duel qu'il avait eu avec Thomas qui s'était terminé par une explosion d'énergie incroyable. Il a ensuite demandé si Thomas était toujours dans les parages, mais Eruka a dit qu'il avait disparu à peu près au même moment où Setsu avait quitté leur monde. Setsu leur a parlé de la malédiction contrôlant les démons et a suspecté que c'était Thomas puisqu'il était le seul capable d'utiliser ce niveau de magie. Après que Gren ait été convoqué par le roi, Setsu et les filles sont restés en arrière pour profiter de la vue, mais ils ne pouvaient pas se défaire de ses soupçons concernant Thomas. Plus tard dans la salle du trône, le roi a décidé de faire la guerre aux démons, mais Grain s'y est fortement opposé et lui a conseillé d'attendre le retour du messager qu'ils avaient envoyé sur le continent des démons. La princesse a alors dit qu'il était probable que le messager était déjà devenu de la nourriture pour les démons avant de soutenir la décision du roi d'avancer contre les démons, obtenant ainsi le soutien de tous les nobles présents. Cela, le soir, Yui travaillait sur sa magie quand elle a été surprise et a vu Setsu qui était venu pour vérifier sur elle. Il a remarqué son changement d'humeur et a demandé ce qui n'allait pas, alors elle lui a dit qu'elle n'aimait pas l'idée d'utiliser sa magie pour se battre, mais ensuite elle s'est excitée et a dit qu'elle continuerait à s'améliorer pour le protéger. Plus tard dans la soirée, Grain et les filles l'ont retrouvé sur le mur, et Grain leur a dit qu'il avait réussi à retarder la décision du roi de faire la guerre en disant que les camarades de classe de Setsu avaient encore besoin d'entraînement. Avec la guerre devenue inévitable, Setsu a décidé d'y aller tout seul pour l'arrêter, mais les filles ont dit qu'elles iraient avec lui pour l'aider. Il les a arrêtées et a dit qu'il devait rester en arrière au cas où Thomas était réellement derrière cela et prévoyait une attaque surprise. Alors ils ont accepté de rester et il a demandé si son épée était toujours dans le château. Le lendemain, ils sont entrés discrètement avec l'aide de Théa et Eruka a assommé le garde en service
fils avant de le jeter dans la benne à ordures et d'entrer pour que Setsu puisse récupérer l'épée. Peu après, d'autres chevaliers ont trouvé le garde qu'ils avaient neutralisé et ont donné l'alerte, ce qui a poussé tous les chevaliers du château à les chercher. Gren a décidé de sortir pour les distraire avec Théa, et Setsu a entraîné Iruka pour l'empêcher de fracasser d'autres visages. Peu de temps après, il était sur un pont à la périphérie du royaume, et Iruka a promis de garder les choses sous contrôle jusqu'à ce qu'il termine la mission. Mais ensuite, Yui est arrivé et a commencé à poser des questions. Il a décidé de lui dire toute la vérité et a dit qu'il devait partir, mais elle a commencé à supplier de partir avec lui, alors il a pris une pause de Sigma et a dit qu'il le faisait pour la protéger. Elle l'a ensuite retenu et lui a montré à quel point elle avait progressé avec la magie avant de promettre de devenir plus forte pour pouvoir le protéger. Il y a 5 ans, dans une bijouterie, Ruri a observé son grand-père se disputer avec un client à propos de sa demande de réparer l'un de ses ouvrages récents. Elle a demandé si le client était un radin et il a accepté, mais ensuite le client lui a donné assez pour qu'il puisse recommencer son plan de retraite et il a oublié ses principes. Après le départ du client, Ruri a demandé à son grand-père au sujet de tous les discours qu'il lui avait donnés sur l'honneur et il lui a dit que tout avait un prix. Il s'avère que tout sauf sa vie avait un prix. Ainsi, après la cérémonie d'enterrement 5 ans plus tard, elle a décidé de reprendre l'entreprise. Elle se rendait dans une ville portuaire pour faire des livraisons un soir quand son cheval a senti un danger et s'est arrêté. Un instant après, un sanglier démoniaque a attaqué et l'a renversé de la charrette. Elle s'est traînée jusqu'à l'objet le plus précieux qu'elle livrait et s'est assurée qu'il allait bien avant de se relever, oubliant qu'une bête assoiffée de sang attendait de la dévorer. La voyant à quelques centimètres de son visage la ramener à la réalité, alors elle a commencé à essayer de négocier avec le sanglier. Malheureusement, il avait séché le cours d'économie et se préparait à bondir. Mais ensuite, Setsu est soudainement apparu et l'a fait tomber. Quand il a essayé de vérifier Ruri, elle a pensé qu'il voulait de l'argent et a commencé à expliquer à quel point elle était fauchée. Après qu'il lui ait dit de ne pas s'inquiéter et lui ait tendu la main, elle a vu qu'il ressemblait étrangement au client d'il y a 5 ans. Il lui a alors demandé pourquoi elle voyageait sans sécurité et elle lui a rappelé sa pauvreté. Alors il lui a souhaité bonne chance et a commencé à partir. Elle l'a arrêté et lui a demandé s'il pouvait être sa sécurité, mais il a refusé, disant qu'il avait de meilleures choses à faire. Après beaucoup de supplications, il a accepté de l'aider à atteindre la ville portuaire, alors ils sont montés à cheval et ont dû laisser le reste des affaires qu'elle avait dans le chariot. Il voulait voir ce qu'était le paquet spécial, mais elle a refusé de le lui montrer. Et le matin, ils sont arrivés en ville. Après lui avoir raconté comment le commerce avait augmenté après la fin réussie de la guerre il y a 5 ans, elle lui a parlé d'un capitaine qu'elle avait payé pour le reste de son voyage. Mais quelques instants plus tard, le capitaine a annulé le voyage parce qu'elle voulait aller sur le continent des démons. Setsu a essayé de lui dire que personne n'allait l'emmener sur le continent des démons, mais elle a décidé de continuer à essayer et s'est fait rejeter par tous les capitaines de bateaux de la ville. Setsu a finalement décidé d'aider, mais elle a été arrêtée par des chevaliers qui voulaient savoir ce qu'elle faisait. Après qu'elle leur ait donné ses documents de marchand, ils lui ont dit d'abandonner l'objet spécial dans son sac, mais elle a essayé d'expliquer que c'était important. Ils allaient utiliser la force lorsque Setsu les a arrêtés et a demandé s'ils avaient le droit de fouiller les civils. Ils ont commencé à le menacer, alors il s'est préparé à dégainer son épée et eux aussi ont saisi la leur. Les civils ont commencé à se rassembler pour les regarder, alors ils ont décidé de reculer et de menacer de les arrêter s'ils les attrapaient, jamais en défaut. Plus tard dans la soirée, Setsu était près de la fontaine en train de manger un sandwich pendant que Ruri le remerciait sans cesse et lui demandait comment il savait quoi dire aux policiers. Il lui a parlé de grain, puis l'a félicité de ne pas avoir fait dans son pantalon quand ils l'ont menacé. Il a décidé de l'aider à chercher un marin dans la ville pour l'emmener sur le continent des démons. Mais ce soir-là, ils ont pris une chambre pour se reposer. Après qu'il ait fini avec le bain, elle lui a donné le bijou à garder et il lui a demandé si elle était d'accord pour qu'il le tienne. Alors, elle le lui a montré et il l'a immédiatement reconnu. Elle lui a ensuite raconté comment son grand-père était un bijoutier célèbre et le client qui avait demandé la réparation du bijou. Son grand-père a commencé à tomber malade vers cette époque, alors avant qu'il n'atteigne les derniers stades, il l'a appelé un jour pour lui donner plus de discours sur l'argent avant de la supplier de s'assurer que le bijou soit livré. Elle a dit à Setsu que c'était pourquoi elle voulait le livrer à tout prix, alors elle l'a laissé avec lui et est allée prendre un bain. Après avoir touché le bijou et activé sa magie, il s'est souvenu de Sarino, et plus tard dans la nuit, il a eu du mal à dormir avec le pointe de Ruri dans son visage. À ce moment-là, les chevaliers d'avant ont pénétré dans l'auberge et ont exigé de connaître leur chambre, prétendant qu'ils étaient des espions pour les démons. Setsu les a entendus venir et a saisi son épée avant qu'ils n'entrent, et a littéralement fait peur à Ruri. Après qu'il a sauté par la fenêtre avec elle, ils les ont poursuivis à travers la ville jusqu'à ce qu'ils atteignent le bord du mur de la ville. Quand les chevaliers lui ont dit de se rendre, il a commencé à les provoquer. Et Ruri a demandé s'il avait un désir de mort. Le moment suivant, il l'a attrapé et a sauté du bord avant d'atterrir sur un dragon d'eau qu'il a appelé Lévia.
Il lui a dit de les emmener sur le continent des démons. Alors elle a commencé à partir et les chevaliers ont décidé de garder pour eux ce qu'ils avaient vu. En route vers le continent des démons, Rory a réalisé que le dragon d'eau était Léviathan, le dieu de l'océan, et pouvait à peine en croire ses yeux. Mais ensuite, elle a vu une lumière brillante venant de l'autre côté et il lui a dit que c'était le continent des démons. Au lever du soleil, Setsu acclamait Lévia alors qu'elle affrontait un kraken et a commencé à demander de l'aide quand il l'a attrapée et l'a trempée dans de l'encre. Quelques instants plus tard, elle était sous sa forme humaine, se moquant de Rory avant de demander à Setsu pourquoi il ne l'avait pas aidé à vaincre le kraken. Il a dit que cela faisait un moment qu'il n'avait pas vu un affrontement de kaiju et ils ont continué à se disputer à ce sujet jusqu'à ce que Rory leur rappelle le cadavre du kraken qu'ils devaient éliminer. Quelques minutes plus tard, il se régalait avec des anneaux de calmar que Setsu faisait frire à partir du kraken, et Lévia a dit à Rory qu'il y avait un village de pêcheurs à proximité avant de mentionner quelque chose à propos du château du seigneur démon. Setsu a ensuite rappelé à Rory qu'elle devait livrer le colis à Sarino, et Lévia savait aussi de qui il parlait, alors Rory a demandé des explications. Lévia était surprise qu'elle ne le savait pas déjà, alors elle expliqua que Rory était censé aller au château du barreau maléfique pour livrer le joyau magique à Sarino, qui s'est avéré être le seigneur démon. Après que Rory ait commencé à avoir une crise de panique, Lévia a dit qu'elle pouvait facilement y aller à pied et s'est levée pour partir, mais Setsu l'a arrêtée et a demandé pourquoi elle n'essayait pas de les suivre. Elle s'est encore énervée et lui a rappelé qu'il avait disparu pendant 5 ans, juste pour revenir et se servir d'elle comme d'un bateau tout en partant à l'aventure avec d'autres nanas. Il essayait de se défendre, mais ensuite des gamins démoniaques sont arrivés et ont commencé à le faire passer pour quelqu'un de toxique, alors il leur a fourré des anneaux de calmar dans la bouche et leur a dit de partir. Le goût les a rendus fous, alors ils ont commencé à courir autour de lui en demandant plus, et il a fini par tirer le kraken dans une charrette alors qu'il se dirigeait vers le village de pêcheurs. À ce moment-là, les habitants essayaient de trouver un moyen d'échapper à la pauvreté, le kraken les empêchant de pêcher et la guerre avec les humains affectant le commerce des marchands. Juste à ce moment-là, Setsu est apparu avec le cadavre du calmar et a essentiellement résolu tous leurs problèmes, alors ils ont organisé une fête ce soir-là et ont offert à Lévia le meilleur de leur ville. Setsu, quant à lui, s'occupait des tâches de cuisine et continuait à frire des anneaux de calmar pour les gens pendant que Rory aidait à les servir. Plus tard, Brad a vu la fête depuis une colline et a pensé que les humains avaient envahi la ville, alors il s'est précipité pour défendre ses compagnons démons. À ce moment-là, Lévia était en train de chercher parmi les habitants principalement ivres et a trouvé Rory qui était en train de délirer après avoir pris trop de jus d'orange. Rory a commencé à demander comment elle avait rencontré Setsu, alors elle s'est assise avec elle et lui a raconté comment elle avait empêché Setsu de traverser l'océan il y a 5 ans jusqu'à ce qu'il la convainque et lui demande de l'aider dans sa mission. Elle a commodément omis la partie où il lui a donné plusieurs commotions pour protéger ses points d'aura, puis Rory l'a remercié pour l'histoire. Mais ensuite, Lévia a demandé à Rory si elle savait vraiment que Setsu était responsable de la fin de la guerre il y a 5 ans. Après avoir finalement rassemblé tout ce qu'elle avait appris sur lui, Rory avait du mal à croire que c'était vrai et a demandé à Lévia si c'était pour cela que les créatures des océans avaient cessé d'attaquer les humains. Après que Lévia lui ait dit que c'était Setsu qui l'avait rendu paisible, elle a commencé à le fixer comme une amoureuse obsessionnelle et Rory a demandé si elle l'avait déjà applaudi. Mais elle cacha son désir évident pour lui et fit semblant de ne rien comprendre. Le moment suivant, Brad fit irruption et commença à essayer de défier les humains, mais tout ce qu'il vit furent les enfants démons qui lui offrirent immédiatement des anneaux de calmar. Plus tard, Rory dormait sur Lévia pendant qu'elle utilisait ses pouvoirs pour finalement obtenir du poisson frais. Brad est ensuite venu s'excuser d'avoir gâché la fête avant que Setsu ne vienne également le saluer. Brad a dit qu'il était heureux de le revoir enfin, mais ensuite Setsu a demandé si quelque chose n'allait pas puisqu'il n'était pas censé être à l'extérieur du château. Brad a ensuite dit qu'il était venu trouver Lévia et demander de l'aide à tous les deux pour sauver Tsereno. Il a dit qu'elle était forcée d'épouser un homme nommé Tyrann, mais Lévia pensait que c'était une bonne nouvelle. Alors Brad a expliqué que le mariage était en réalité une malédiction de soumission avec une pierre que même Tsereno ne pouvait pas résister. Il a ensuite parlé à Setsu de la guerre et a dit que les humains avaient envahi une des villes côtières il y a un mois. Setsu ne s'attendait pas à entendre cela et a demandé plus de détails, alors Brad lui a tout raconté et l'invasion ressemblait étrangement à ce qui s'était passé le jour où il a été transporté dans un autre monde avec ses camarades de classe. Après l'attaque, Tyrann est soudainement arrivé, prétendant pouvoir l'arrêter à condition qu'il épouse Tsereno. Setsu a demandé si Tyrann avait du pouvoir et Brad a répondu qu'il en avait. Alors Rory a expliqué qu'il était en réalité le marchand le plus riche du monde avec la plupart des navires de commerce entièrement sous le contrôle de son entreprise. Brad a dit que la richesse de Tyrann et le besoin de ses navires dans la guerre
le rendait impossible à affronter. Alors Setsu s'est énervé et l'a attrapé par le col pour lui demander s'il se pliait aux volontés de Tyranne. Ils ont tous deux commencé à se disputer sur les raisons pour lesquelles Tsereno acceptait de s'y conformer, mais ensuite, Levia leur a rappelé que Tsereno avait promis à Setsu de maintenir la paix après la première guerre. Ensuite, elle a dit qu'il devait aller aider, et peu après, elle et Setsu couraient à travers la forêt pour se rendre au château, mais des monstres ont commencé à apparaître. De retour sur le quai quelques instants avant, Brad leur a dit que Tyranne avait beaucoup de gardes qualifiés qui avaient intentionnellement jonché le chemin vers le château de monstres, mais Levia a dit qu'il ne serait pas un problème pour elle. Avec son contrôle sur l'eau, elle a facilement abattu tous les monstres qui les poursuivaient, jusqu'à ce qu'elle prenne un moment pour demander si Setsu avait vraiment un plan. Il a dit qu'il voulait simplement s'assurer que le mariage n'ait jamais lieu, mais elle lui a rappelé que Tyranne avait toujours de l'influence sur le royaume grâce à sa richesse. Setsu a ensuite dit qu'il soupçonnait en fait Tyranne d'être derrière la guerre et lui a parlé de la façon dont ils avaient vécu exactement le même type d'invasion dont Brad avait parlé. Il était sûr que tout cela était un piège et savait que Tyranne avait quelque chose à voir avec cela, alors Levia a éliminé le reste des monstres et ils ont continué à courir à travers la forêt jusqu'à ce qu'ils puissent voir le château. Après que Setsu ait vaincu Tsereno il y a 5 ans, il lui a offert une trêve et lui a donné le joyau de pierre pour qu'elle puisse toujours se souvenir de lui. Peu de temps après, Brad a annoncé sa disparition et bien que cela lui ait brisé le cœur, elle a décidé de maintenir la paix qu'elle lui avait promise. 5 ans plus tard, le continent des démons prospérait et elle se promenait dans la ville avec Brad pour vérifier ses sujets, mais ensuite le bijou s'est soudainement cassé, alors Brad lui a parlé du grand-père de Ruri et a proposé de l'envoyer pour réparation. À peine une semaine après cela, un chevalier démon courut dans la salle du trône pour lui parler d'une invasion des humains. Sereno leur a immédiatement ordonné de rassembler tous les chevaliers actifs avant de dire à Zion et Lamina de rendre visite à Destinea pour s'assurer que l'attaque était une déclaration de guerre. Quelques jours plus tard, les chevaliers ont commencé à superviser le stockage des provisions avec le commerce des marchandises étant interrompu, et bien que les rumeurs de guerre commencent à les affecter, ils ont décidé de mettre leurs espoirs sur Tsereno. Un mois plus tard, ils n'avaient toujours pas reçu de nouvelles de Destinea et elle était à court d'options, mais ensuite Brad est apparu pour lui parler du souhait de Tyranne de la voir. Sachant qui il était, elle a accepté la demande, et quelques instants plus tard, les démons du conseil étaient furieux après avoir entendu la demande de Tyranne pour l'épouser. Il a expliqué que son entreprise était tout à fait capable de mettre fin à la menace de guerre, et elle l'a reconnu, mais il a dit que cela n'arriverait que si elle acceptait d'être sa femme. Elle savait déjà qu'il voulait juste faire d'elle sa propriété, et elle lui a jeté le contrat de mariage en disant qu'il avait besoin de plus que de l'argent pour la contrôler. Il leur montra ensuite le bijou de soumission et ils purent tous sentir la malédiction qui y était utilisée, alors Brad lui a dit de refuser l'offre, mais elle a demandé du temps pour y réfléchir. Après son départ, elle les a tous renvoyés et n'a cessé de penser à sa promesse avec Setsu avant que Brad n'entre et lui dise de refuser l'offre. Il lui a dit qu'il était prêt à se battre jusqu'au bout pour elle, mais elle lui a dit que c'était précisément la raison pour laquelle elle ne pouvait pas refuser l'offre. Pendant qu'elle passait la nuit à pleurer à ce sujet, Tyranne était dans une calèche avec Kagero, lui racontant à quel point il était facile de convaincre Tsereno avant de demander s'il pouvait arrêter d'utiliser de jeunes chevaliers. Kagero a refusé et a dit qu'il devait continuer le commerce car c'était la volonté de son maître. Le jour du mariage, les familles nobles des deux espèces ont rempli l'église tandis que Tyranne était déjà à l'hôtel, attendant jusqu'à ce que Tsereno apparaisse et les laisse stupéfaits avec une robe blanche qui parvenait à peine à contenir ses formes généreuses. Après qu'elle soit arrivée à l'hôtel, le prêtre leur a donné la permission d'échanger leurs vœux et Tyranne a sorti le joyau de soumission avant de révéler son plan pour devenir le nouveau seigneur démon et créer une prospérité. Monde. Quand il a terminé et a demandé à Tsukino si elle était prête, elle a offert son coup pour le bijou, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à Setsu. Juste à ce moment-là, le vitrail a explosé et Setsu a sauté à travers avant de lui tendre la main. Alors que Ruri et Brad se sont immédiatement mis à courir vers le château, Tyranne a envoyé ses gardes contre Setsu, mais Levia les a tous fait tomber facilement avec ses pouvoirs. Après que Levia ait conseillé à Tsukino de s'en tenir à des couleurs plus sombres, Kagero a activé une compétence sombre qui l'a piégé et était sur le point de l'achever avec des tentacules sombres, mais ils se sont brisés juste avant de la toucher. Il essayait de voir qui avait fait ça quand Setsu est arrivé derrière lui et l'a frappé contre les chaises. Kagero s'est relevé et a essayé d'utiliser une faux sombre sur lui, mais il l'a facilement attrapé et l'a déchiré avec son épée avant de bloquer tous les tentacules de Kagero et de le frapper hors de l'air. Kagero a décidé de prendre la fuite et a juré de se venger avant de traverser le mur et de s'enfuir. Tsukino a immédiatement sauté sur Setsu et a commencé à lui demander pourquoi il l'avait laissé si longtemps. Levia a interrompu leur retrouvaille après avoir ressenti quelque chose de la part des gardes de Tyranne, alors ils ont vérifié et ont vu qu'ils étaient aussi faits de malédiction. Un coup d'œil au joyau de la soumission avant qu'il ne s'effondre
a suffi à Setsu pour savoir que Tuma était derrière tout cela. Alors il a décidé d'aller le trouver et Tsukino a proposé de l'aider. Setsu a décidé de rendre d'abord visite à Régulus, le roi des hommes bêtes, et Tsukino a décidé de s'assurer que tout était sous contrôle dans son royaume. Mais ensuite, Lévia a commencé à se plaindre d'être à nouveau obligée d'entretenir son bateau. Après que Brad et Ruri soient arrivés, elle a donné la boîte à bijoux à Setsu et lui a dit de la lui donner lui-même. Alors il l'a fait et elle s'est enfin sentie heureuse à nouveau. Après l'arrestation de Terran, Tsukino a souhaité bonne chance à Setsu pour son voyage et il a promis de sortir avec elle après la fin de la guerre. Ruri lui a souhaité bonne chance et lui a dit que Tsukino lui avait proposé de l'aider à ouvrir son propre magasin quelque part dans le royaume et Brad a promis de venir courir si jamais il avait besoin d'aide. Sur ce, lui et Lévia sont partis à la rencontre de Régulus et Tsukino lui a rappelé de revenir vers elle quand tout serait fini. Le jour où les parents de Yuvi et Setsu les ont présentés l'un à l'autre pour la première fois, elle lui a demandé s'il voulait aller au terrain de jeu, mais il a refusé en disant qu'il était trop Sigma pour de telles activités enfantines. Ils ont fini par devenir très proches et faire tout ensemble malgré le fait qu'il n'ait jamais vraiment changé. Après avoir vu une affiche pour un lycée prestigieux sur le chemin du retour un jour, elle lui a demandé s'il voulait aller au même qu'elle, mais il a dit qu'elle n'avait probablement pas assez de neurones pour réussir les examens d'entrée. Elle s'est sentie mal en entendant cela et s'est lancée dans une frénésie d'études avant d'écrire un examen blanc pour voir si elle était suffisamment bonne, mais en fin de compte, ses neurones ne pouvaient tout simplement pas suivre. Un groupe de décrocheurs l'ont vue cette nuit-là et ont essayé de la convaincre que l'école ne valait pas la peine pour qu'elle les rejoigne si elle acceptait de casser leur galette de riz. Après que Setsu soit arrivé et leur ait dit de reculer, ils ont senti son aura et sont partis pour éviter de se faire plier comme des bretzels. Setsu lui a alors dit que les voyous n'avaient pas complètement tort, en disant qu'elle n'était pas assez intelligente pour entrer dans son lycée. Mais elle a répondu qu'elle allait quand même faire de son mieux pour y entrer. Voyant sa détermination, il a proposé de l'aider à augmenter la capacité de traitement de son cerveau et a expliqué que cela nécessiterait beaucoup de travail, mais elle a dit qu'elle était prête à faire tout ce qu'il fallait. De retour à Distinia, les autres filles ont finalement commencé à utiliser leur magie et ont été super excitées. Mais l'explosion de Yuvi les a vite calmés. Après avoir félicité Yuvi pour ses progrès, Iruka les a renvoyés, mais tandis que les autres étudiants retournaient dans leur chambre pour se reposer, Yuai a couru après Iruka et Gran. Aux marches, elle a demandé quelle était leur relation avec Setsu et Iruka a commencé à parler de la façon dont il a changé sa vie simplement en existant. Après avoir parlé pendant quelques minutes, elle a demandé à Yuvi ce qu'elle voulait et Yuvi a dit qu'elle voulait suivre un entraînement spécial pour être avec Setsu. Ce soir-là, Iruka l'a emmenée au mur pour lui montrer les effets du courage de Setsu pendant la guerre avant de lui dire qu'elle devait maximiser toutes ses compétences et être toujours prête à aider Setsu si nécessaire. En entendant cela, Yuvi a juré de devenir plus forte et la défier, donc Iruka a promis de ne pas y aller doucement et a chargé avec son épée. Yuvi a bloqué la première attaque, alors Iruka a essayé d'utiliser ses glaçons, mais Yuvi a utilisé sa magie de feu pour contrer et elles se sont toutes les deux engagées dans une épreuve de force jusqu'à ce que Yuvi s'éloigne et commence à la complimenter pour masquer le fait qu'elle était évidemment épuisée. Elle a ensuite dit que Yuvi manquait encore de quelque chose et l'a emmenée dans les égouts pour affronter ce qu'elle appelait le test final qu'il donnait au nouveau chevalier. Le moment suivant, un crocodile monstrueux a surgi de l'eau et Iruka lui a dit de l'affronter si elle voulait se tenir aux côtés de Setsu. Après avoir eu peur initialement, Yuvi a réussi à utiliser sa magie du feu pour faire exploser le crocodile et s'est excitée en pensant que c'était terminé. Cependant, Iruka lui a dit de réfléchir à nouveau et elle a vu que ses flammes n'avaient fait qu'énerver le crocodile. Il a chargé pour la scinder en deux, mais elle l'a arrêté avec son bâton et a reçu de profondes entailles de ses griffes acérées comme des rasoirs. Après qu'elle ait utilisé une attaque encore plus puissante pour le renverser, il s'est relevé, alors Iruka lui a dit de l'achever, mais elle a hésité. Iruka a expliqué qu'elle n'avait pas la force de frapper ses ennemis, ce qui l'avait retenu avant d'utiliser sa magie pour vaincre le crocodile, et laissant Yuvi réfléchir à ses paroles. Le lendemain matin, elle était encore au lit à penser à toute l'affaire lorsque Théa est apparue et a utilisé la magie de guérison sur ses blessures. Elle a ensuite expliqué qu'Iruka l'a poussée parce qu'elle voulait qu'elle devienne assez forte pour se battre à leur côté. Après que Théa ait expliqué que se battre aux côtés de Setsu était extrêmement risqué, elle a demandé à Yuvi pourquoi elle le voulait tellement et elle lui a raconté comment Setsu l'avait aidé tout au long de leur enfance avant de dire qu'elle voulait lui rendre l'appareil. Après lui avoir souhaité bonne chance, Théa est sortie et a dit à Iruka de ne pas s'inquiéter pour elle, mais elle s'inquiétait toujours de savoir si Yuvi serait capable de faire des choix difficiles sur le champ de bataille. Plus tard dans la journée, Gran était sur le point de partir quand il a vu Yuvi, toujours perdu dans ses pensées, et l'a attiré pour en parler. Il lui a dit qu'il était facile pour lui de battre ses ennemis parce qu'il préférait les faire souffrir plutôt que de laisser ses amis être blessés. Il lui a ensuite dit de trouver sa propre raison de se battre et est parti pour qu'elle puisse y réfléchir. Le lendemain, elle a utilisé une seule explosion pour incendier le terrain d'entraînement entier pendant les cours. Et la nuit, Iruka l'a emmenée dans les égouts à nouveau. Cette fois, elle a laissé tomber son amour pour la nature
et a tout donné avec une énorme boule de feu qui a fait sentir le croque meilleur que la dinde de Thanksgiving. Iruka l'a félicité d'être enfin devenue insensible quand elle a dit que le crocodile était juste assommé et a dit à Iruka qu'elle n'enverrait jamais personne de l'autre côté. Iruka a décidé de la laisser tranquille si elle continuait à mettre ses adversaires hors de combat comme ça, donc elle a promis de devenir encore plus forte. Le lendemain, Gren les a informés de la décision du roi pour qu'ils commencent à avancer vers le continent démoniaque et les a congédiés pour qu'ils commencent à se préparer. Ce jour-là, en route vers le continent des hommes bêtes, Setsu a dit à Levia d'arrêter de se goinfrer avant de lui rappeler le discours qu'elle avait tenu sur le fait de donner tout pour la mission. Elle lui a ensuite rappelé qu'elle était pratiquement inutile jusqu'à ce qu'ils puissent arriver au port et a continué de se gaver. Il a demandé si elle pouvait simplement les transporter là-bas d'un seul bond et elle a commencé à se plaindre que cela nécessitait beaucoup d'énergie magique qu'elle n'était pas prête à gaspiller pour le moment. Le moment suivant, quelque chose a soudainement arrêté la calèche, alors Setsu a saisi son épée. Mais c'était juste deux filles essayant d'attraper un tour et l'une d'elles s'est avérée être Elise. Elle a immédiatement reconnu Setsu et a eu du mal à retenir ses larmes après ne pas l'avoir vue pendant 5 ans. Peu de temps après, il a dit à Levia qu'Elise l'avait aidé lors de sa mission la dernière fois qu'il avait été convoqué. Après qu'Elise ait commencé à leur parler des méthodes spéciales que Setsu avait utilisées pour lui apprendre à se battre, Levia a commencé à devenir méfiante. Mais ensuite, Amar est intervenu pour se présenter. Elise a dit qu'elles étaient sœurs, ce qui a surpris Setsu parce qu'il ne se souvenait pas qu'elle en avait une la dernière fois, mais elle a dit qu'il y avait une raison à cela. Elle lui a alors demandé où il avait été pendant les 5 dernières années, et ils se sont tous soudainement intéressés à ce qu'il avait à dire. Alors, après plusieurs minutes, il leur a raconté toute l'histoire. Il lui demanda ensuite de les rejoindre pour le voyage sur le continent des hommes bêtes, afin qu'ils puissent voyager ensemble comme autrefois, mais elle refusa, disant qu'elle avait autre chose à faire, et Amar dit que c'était de sa faute. Elise avait pris des missions de chasse aux monstres comme entraînement après la disparition de Setsu, et finit par être engagée pour s'occuper d'un problème de dragon dans une petite ville. Elle est restée chez Amar cette nuit-là, et après le dîner, Elise a demandé si elle vivait seule pendant qu'elle cueillait des pommes. Amar a dit qu'elle avait vécu avec son frère, mais qu'il avait disparu après que le dragon soit apparu pour la première fois dans le village. Après qu'Amar ait servi les pommes, Elise a dit qu'elle allait ralentir ses voyages pour rester avec elle comme une sœur. Et Amar a accepté avec enthousiasme. Setsu a ensuite demandé si le dragon avait utilisé son frère comme en-cas, et Levia a dû lui dire de calmer son cœur froid. Mais Elise a dit qu'elle soupçonnait autre chose. Apparemment, tous les villageois portés disparus depuis l'arrivée du dragon avaient simplement disparu sans aucun signe de lutte, ce qui l'a amené à croire qu'ils étaient emportés par des esprits. À l'époque, Elise a commencé par enlever la protection contre le mal et a dit à Amar qu'elle voulait attirer le dragon pour pouvoir l'éliminer. Amar s'est inquiété pour sa sécurité, mais Elise a promis de revenir saine et sauve et lui a dit de rentrer à l'intérieur. Peu de temps après qu'Amar soit parti, le dragon est apparu et a essayé de blaster Elise. Mais elle a esquivé et lui a donné un coup méchant avec son épée avant de le poursuivre. Elle a finalement perdu la trace du dragon et a décidé de rentrer. Mais ensuite, elle a vu que tout le monde dans le village avait disparu, sauf Amar qui se cachait toujours chez elle. Toute la ville ayant disparu, Elise a décidé d'emmener Amar à la ville. Mais elle devait encore comprendre ce qui s'était passé, alors elle a demandé à Setsu et Levia s'ils avaient des idées à ce sujet. La première théorie de Levia était que les villageois étaient en fait des zombies contrôlés par un nécromancien. Mais Setsu lui a dit que cela n'expliquait pas comment ils avaient disparu. Alors elle a dit qu'ils étaient probablement des zombies magiques capables de devenir invisibles. Après qu'elle ait dit que le dragon était probablement aussi un zombie, Setsu a utilisé la boîte à nourriture pour remettre son cerveau en place. Elle a ensuite dit que cela aurait pu être une sirène utilisant son chant pour envoûter les villageois, mais Setsu lui a rappelé que le village était dans les montagnes. Et Amar leur a dit que les monstres marins comme Levia avaient des odeurs très distinctes que les démons pouvaient détecter. Setsu a ensuite proposé sa propre théorie et a dit qu'ils avaient probablement été enlevés par des extraterrestres, mais après que Levia lui ait aussi fissuré le crâne, il a dit que le dragon pourrait être un type avancé comme Levia qui pourrait se transformer et se cacher en tant qu'humain. Il a ensuite demandé si elle pouvait faire disparaître des gens, et après que Levia ait dit qu'elle ne pouvait pas, Elise leur a dit qu'elle ne savait pas vraiment que Levia était la déesse des mers. Juste à ce moment-là, le conducteur a arrêté la calèche et ils ont vu que la montée des eaux rendait la traversée impossible. Setsu a alors commencé à demander pourquoi le dragon revenait sans cesse pour les villageois, et Levia a supposé que c'était à cause de leur utilisation de la magie. Elle a expliqué qu'une utilisation excessive de la magie attirait souvent des monstres qui pouvaient le sentir, mais Setsu a dit que cela n'expliquait toujours pas les disparitions continues. Il a ensuite suggéré la possibilité d'utiliser une magie de transport
et a demandé à Lévia si ce niveau de magie pourrait attirer un dragon. Sa nouvelle théorie était que quelqu'un faisait disparaître les gens avec de la magie de transport et que cela attirait le dragon. Élise a ensuite dit que l'utilisateur devait être vraiment proche pour faire disparaître facilement les gens, et Setsu leur a rappelé que ce type de magie de haut niveau prenait quelques années à préparer, ce qui correspondait commodément à l'époque où Amar était apparu. Amar a commencé à dire qu'elle ne pourrait jamais faire une telle chose, et Élise l'a défendu, mais ensuite Setsu leur a rappelé qu'elle avait facilement détecté l'odeur de Lévia et savait qui elle était. Lévia était très prudente pour masquer son odeur, à tel point qu'Élise, qui était une chasseuse de monstres expérimentée, ne pouvait même pas la détecter, alors il a demandé à Amar d'expliquer comment elle savait. Après un bref moment de silence, elle décida de révéler la vérité et tenta de les faire exploser sur le carrosse. Mais Setsu s'en sortit avec les filles avant qu'Amar ne se transforme en dragon. Elle a immédiatement commencé à tirer. Alors Setsu s'est mise à l'abri et Lévia s'est placée derrière elle pour trouver une ouverture. Élise était encore secouée par la révélation soudaine, alors Setsu l'a fait réagir et a couru pour l'aider juste au moment où Amar a commencé à charger. Après sa glissade, Lévia a utilisé un peu de sa magie pour renforcer l'épée de Setsu et s'en servir pour repousser son attaque dans sa gorge. Elle est immédiatement partie pour s'échapper, mais Élise a sauté juste à temps avant de planter son épée dans Amar et de la transformer en poussière de fée. Plus tard dans la nuit, Setsu était sur le dos de Lévia, expliquant qu'il avait choisi de laisser Élise derrière lui pour qu'elle puisse trouver un moyen de retrouver les villageois par elle-même. À ce moment-là, Élise était de retour au village et fouillait la maison d'Emra quand elle est soudainement apparue avec des animaux de compagnie monstrueux derrière elle. Élise a immédiatement dégainé son épée et a demandé pour les villageois. Alors Emra a expliqué qu'ils avaient été utilisés pour créer les soldats magiques utilisés dans la guerre avant de dire qu'elle travaillait pour Thomas. Quelques jours plus tard, dans une ville côtière du continent des hommes bêtes, Shironeko essayait de rentrer chez elle, mais les habitants continuaient de lui offrir des aliments pour son aide avec la chaîne d'approvisionnement et sa sœur malade. Après que des enfants aient commencé à demander des leçons, elle leur a dit de continuer à jouer dans le parc et à continuer à recevoir des cadeaux jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus les tenir. Quand elle est rentrée chez elle ce soir-là, Minika l'a accueillie et a commencé à essayer de faire la conversation. Mais ensuite, Satu a commencé. Alors Shironeko a versé son médicament et lui en a donné à boire. Après avoir fini la tasse, Mineko a commencé à s'excuser, mais Shironeko l'a immédiatement serré dans ses bras et a promis de faire tout son possible pour l'aider à se rétablir. Le lendemain matin, un marin s'est fâché contre Setsu, qui refusait d'arrêter de demander un tour en bateau et lui a dit de partir. Il a immédiatement dit à Lévia de se préparer à le porter à nouveau, et elle a commencé à crier à quel point c'était difficile de le porter à travers l'océan pendant 3 jours. Après qu'il se soit excusé d'avoir négligé ses sentiments et lui ait frotté la tête, elle a perdu sa colère et était sur le point d'accepter d'être à nouveau son bateau, mais le marin a soudainement décidé de leur donner un bateau. Tandis qu'elle commençait à se disputer avec eux deux, Shironeko est passé et est entré dans une auberge à proximité où Kuroinu lui a donné une nouvelle bouteille du médicament de Mineko. Après que Shironeko l'ait remercié pour toujours trouver le médicament, Kuroinu lui a dit de ne pas s'en faire et est allé lui donner une image recherchée de Setsu. La mission consistait à l'envoyer à son créateur, et Kuroinu a dit qu'elle gagnerait assez d'argent pour être en mesure de prendre correctement soin de Mineko à vie si elle y parvenait. Juste à ce moment-là, Setsu est arrivé avec Lévia qui était encore contrariée, et Shironeko a immédiatement fait demi-tour pour partir. Mais elle a bien regardé Setsu avant de sortir. Setsu et Lévia voulaient prendre une chambre pour se reposer avant de continuer le voyage, mais Lévia mourait de faim. Ils ont donc commencé à demander à Kuroinu les directions pour un restaurant. Chez elle, ce soir-là, Shironeko a fini de manger et a remarqué que Mineko avait à peine touché à sa nourriture avant de voir aussi le flacon de médicaments presque vide. Elle a ensuite dit à Mineko qu'elle avait une dernière tâche pour la nuit avant d'aller faire la vaisselle. Pendant que Setsu et Lévia dormaient plus tard, Kuroinu a fermé et a rejoint Shironeko à l'arrière. Shironeko lui a soudainement demandé d'être une grande sœur pour elle et Mineko avant de la remercier de toujours veiller sur elle et de dire qu'elle voulait que toutes les trois commencent une nouvelle vie ensemble avec l'argent qu'elle obtiendrait pour avoir applaudi Setsu. Kuroinu l'a accepté et lui a dit de se concentrer sur l'accomplissement de la mission pour qu'ils puissent tous être ensemble avant de lui donner les clés de l'auberge. Après être entré dans la pièce, Shironeko a immédiatement sorti ses griffes pour attaquer. Mais après avoir déchiré le lit, elle s'est rendue compte que c'était de la magie d'illusion avant que Setsu ne lui donne un coup de pied tournant pour l'envoyer voler par la fenêtre. Il a sauté après elle et lui a demandé si elle travaillait avec Thomas, mais elle a seulement dit qu'il devait être applaudi et a activé ses bras de bête. Après avoir sauté pour utiliser une boule de feu sur lui, il l'a coupé avec son épée. Alors elle a sauté pour essayer à nouveau, mais il a sauté avec elle et lui a dit d'arrêter de jouer avec le feu avant de la gifler hors de l'air. Après l'avoir regardée de plus près, il a vu qu'elle utilisait la magie maudite et s'est demandé d'où elle la tenait. Shironeko s'est réveillée chez elle peu de temps après et a vu Setsu. Alors elle s'est préparée à bondir à nouveau, mais Mineko lui a dit de se détendre et a expliqué que lui et Lévia l'avaient ramenée chez elle après lui avoir donné une commotion avec le haut.
Clac. Setsu a dit qu'il comprenait pourquoi elle essayait de le gifler après avoir vu tous les flacons de médicaments et leur a dit que Mineko n'était pas malade. En utilisant une compétence de lumière révélatrice magique, il leur a montré la magie maudite qui drainait sa force vitale et a dit qu'elle était devenue plus forte avec le temps. Le Via a commencé à essayer de lier Thomas à la magie maudite, mais il l'arrêta en disant qu'il devait se concentrer sur la guérison de Mineko. Shironeko a immédiatement commencé à s'excuser d'avoir essayé de les envoyer de l'autre côté et lui a supplié de la guérir. Il lui a donc dit de ne pas s'inquiéter et a ajouté que le processus pourrait causer de la douleur à Mineko. Une fois que Mineko s'est allongée pour la guérison, il a utilisé une grande quantité d'énergie magique pour invoquer une épée qu'il a dit capable d'absorber la magie maudite. Juste au moment où il a commencé à extraire la magie maudite avec l'épée, Kuroinu est apparu et Shironeko a sauté pour le protéger de l'étoile de ninja qu'elle lui a lancée. Elle a traité Shironeko d'incompétente et s'apprêtait à s'occuper de Setsu toute seule, mais elle a été éclaboussée par Levia, qui n'aimait pas être ignoré. Setsu a dit qu'il ne pouvait pas arrêter le processus et lui a dit de gérer Kuroinu seul. Mais Kuroinu l'a traité de proie facile et a essayé d'utiliser à nouveau les étoiles ninja. En voyant comment Levia les bloquait facilement, elle a réalisé qu'elle avait affaire à une déesse. Mais elle avait encore un atout dans sa manche et a créé des clones d'ombre pour l'entourer. Immédiatement, ils ont chargé pour l'abattre. Elle a utilisé des lances d'eau pour les mettre tous à terre et Kuroinu a été confus de voir autant d'eau sur la terre. Après que Levia les malmenait avec l'eau, elle a demandé des nouvelles de Thomas et a promis de lui épargner la vie si elle disait la vérité. Juste à ce moment-là, Shironeko est sortie et a commencé à demander à Kuroinu pourquoi elle les trahirait après avoir accepté de devenir leur grande sœur. Kuroinu l'a traité de minable inutile avec des boules de poils obstruant son cerveau. Et Levia lui a donné 3 secondes pour dire la vérité sur Thomas. Elle a révélé que Thomas prévoyait de détruire toutes les espèces pour devenir un dieu et a dit qu'elle était parmi ses serviteurs les plus fidèles. Après que Levia a demandé comment il prévoyait de faire cela malgré le fait qu'il soit humain, Kuroinu lui a dit d'embrasser ses gâteaux de chat et a craqué un orbe de disparition pour échappe-toi. Juste à ce moment-là, Setsu est sorti et Shironeko s'est immédiatement précipité pour étreindre Mineko, qui était redevenu normal après qu'il ait retiré toute la magie maudite. Il a montré le collier maudit à Levia et a plaisanté sur la tentative de Thomas de devenir un dieu avant de le briser. Mais Levia a dit qu'il pourrait réellement y arriver, alors Setsu a promis de l'arrêter. Peu après le lever du soleil, Levia était dans un canoë avec lui, se dirigeant vers la capitale des hommes bêtes pour voir Régulus. Mais ensuite, il a vu Shironeko et Mineko, alors il a demandé aux marins de s'arrêter. Les filles voulaient aider et ont dit qu'elles auraient besoin des hommes bêtes comme elles pour se frayer un chemin à travers la capitale. Mineko voulait aussi revoir Karune pour parler de ce qui s'est passé. Donc, Setsu s'est assuré que Levia était d'accord avant de décider de les laisser monter sur le bateau. Il y a longtemps, Setsu a pris sous son aile Roe, la fille de Régulus, qui avait déjà une grande gueule malgré sa petite taille. Elle refusait de l'accepter comme maître, même s'il était déjà considéré comme un héros. Il a donc décidé de faire disparaître son insolence avec son épée. Actuellement, les nobles hommes-bêtes se trouvaient dans la salle du trône, essayant de choisir entre attaquer à la fois les humains et les démons, ou retenir leurs forces pour se protéger. Ce qui devait être un débat civilisé est devenu une dispute animée sur lequel d'entre eux avait le plus de cran. Et cela a commencé à énerver Régulus, mais ensuite il a senti quelqu'un en particulier et a dit à Ro d'aller vérifier. À ce moment-là, Setsu disait aux gardes qu'il connaissait Régulus, mais il refusait de croire un mot de ce qu'il disait parce qu'il était humain. Shironeko et Mineko l'ont défendu et espéraient que leur récente notoriété faciliterait les choses, mais les gardes leur ont dit de ramener leur gâteau de riz à la maison, ce qui a commencé à frustrer Setsu. Juste à ce moment-là, il a entendu quelque chose d'en haut et a regardé Ro tomber et mettre les gardes KO. Après une rapide vérification, elle était sûre que c'était lui et était excitée de le revoir enfin, alors elle l'a serré dans ses bras. Elle a soudainement essayé de l'attaquer, mais il s'est libéré et l'a laissé tomber avant de lui dire qu'elle était encore trop faible pour devenir son élève. Pendant que Shironeko et Mineko avaient encore du mal à croire qu'elle était la fille de Régulus, elle avait déjà coincé son bras entre ses seins et avait commencé à poser des questions sur sa disparition il y a 5 ans. Quand il a commencé à la traiter comme l'animal de compagnie qu'elle était, Levia et les filles ont commencé à être jalouses, mais elles savaient qu'il ne fallait pas interrompre son rituel de liaison avec la princesse. Régulus était également enthousiaste à l'idée de le voir, donc Setsu a utilisé son dos pour fissurer le sol car une simple poignée de main était trop simple pour lui. Après avoir vu les nobles hommes bêtes tous assommer dans la salle du trône, Régulus a commencé à renifler pour s'assurer que c'était bien lui. Il a d'abord proposé d'organiser un festin de célébration, mais il a ensuite changé d'avis et a opté pour un duel. Mais Setsu a refusé les deux pour qu'il puisse entrer dans le vif du sujet. Régulus savait déjà que cela concernait la guerre, alors Setsu lui a parlé des plans de Tomo et il a immédiatement voulu partir avec eux. Setsu l'a arrêté et Levia a dit qu'il serait préférable qu'il reste dans son royaume au cas où Tomo voudrait faire quelque chose. Alors Ro a proposé d'y aller à sa place,
et il a accepté. Juste à ce moment-là, Lugur est entré et s'est présenté comme le meilleur commandant du royaume et le fiancé de Ro, avant de s'opposer à l'idée que Ro parte aider Setsu. Régulus lui a rappelé que Setsu avait arrêté la première guerre, mais Lugur a affirmé qu'on ne pouvait plus lui faire confiance après avoir disparu pendant 5 ans. Ro est intervenu pour défendre Setsu, mais Lugur a refusé de changer d'avis sur la question et a décidé de défier Setsu en duel. Après que Régulus a soutenu l'idée et a dit que le gagnant pourrait épouser Ro, Setsu a essayé de les dissuader, mais Lugur est immédiatement parti se préparer. Quelques instants plus tard, Setsu a dit à Régulus qu'il n'aimait pas devoir toujours se battre à chaque visite. Mais Régulus lui a répondu que c'était la seule langue que son peuple comprenait. Lorsque Ro lui a attrapé le bras et a commencé à l'appeler maître encore une fois, Shironeko et Mineko ont tenté de se joindre à la fête, mais Lévia leur a dit d'attendre leur tour. Cette nuit-là, Ro est allé dire à Lugur que d'être un amoureux transi le ferait embarrasser, mais il lui a dit qu'il faisait simplement ce qu'un autre alpha ferait. Il lui a ensuite montré une rune qu'il a obtenue d'un mage mystérieux qui pourrait amplifier sa force, et a dit qu'il risquerait sa vie juste pour avoir une chance de sentir ses gâteaux de riz. Le lendemain, tous les hommes bêtes étaient en folie d'excitation dans l'arène, tandis que Ro encourageait Setsu et rendait Lugur encore plus jaloux. Après que Régulus leur ait expliqué les règles et donné la permission de commencer, Lugur a chargé avec ses griffes à une vitesse extrême, mais Setsu l'a facilement esquivé et l'a félicité pour sa rapidité. Lugur utilisa alors son attaque de griffes volante, mais Setsu la renvoya et le frappa au visage avant de lui dire de sortir sa carte maîtresse parce qu'il commençait à s'ennuyer. Après que Lugur ait promis de lui faire ravaler ses mots et se soit transformé en sa forme de bête géante, Ro tenta d'avertir Setsu de l'augmentation de force qui venait avec la transformation, mais à ce moment-là, il avait déjà attrapé Lugur par la queue et l'avait écrasé contre le mur de l'arène. Alors que les hommes bêtes et les Roé ont immédiatement commencé à applaudir Setsu, il a commencé à demander à Régulus si le combat était déjà terminé. Mais ensuite Lugur s'est relevé pour continuer, alors Setsu lui a dit qu'il n'y avait pas de honte à admettre la défaite. Énervé, Lugur a commencé à activer la rune sur son bras et s'est souvenu avoir vu Setsu entraîner Ro pendant qu'il regardait depuis l'ombre. Alors que la magie maudite commençait à prendre le dessus, Mineko a commencé à se sentir mal à l'aise et Lévia a dit à Setsu de sortir de l'arène. Mais il a été immédiatement projeté contre le mur et Régulus a dit aux gens de sortir de l'arène. Après que Lévia ait donné son épée à Setsu, Lugur a chargé, alors il a décidé de le calmer en lui enlevant le bras, mais Lugur l'a immédiatement régénéré et a attaqué à nouveau. Ro a essayé de l'arrêter mais il a commencé à perdre la tête, alors Setsu l'a éloigné et lui a dit que c'était trop dangereux. Elle a dit qu'il devait être neutralisé, mais Setsu lui a parlé de sa technique de guérison et a demandé une couverture pour qu'il puisse invoquer l'épée. Avant qu'il ne puisse le faire, tout est soudain devenu sombre et après que la tête de Lugur ait disparu, Tomo est apparu et a demandé à Setsu s'il allait bien. Ro a commencé à le taquiner pour avoir trompé Lugur, mais Setsu l'a arrêté et Tomo a failli lui lancer un sort. Mais Setsu s'est interposé devant elle. Tomo a commencé à rire hystériquement et a dit qu'il mettrait fin à toutes les espèces pour que lui et Setsu puissent enfin avoir une vie paisible ensemble en tant que dieu. Après que Setsu ait promis d'arrêter ses plans, Tomo lui a dit que Distinia avait déjà commencé son attaque sur le continent des démons, puis est parti. Malheureusement, les cellules cérébrales de Lugur ne pouvaient pas se régénérer, donc il s'est fait clouer sans jamais savoir ce que les melons de Ro ressentaient. Dans la salle du trône quelques instants plus tard, Régulus a dit qu'il regrettait d'avoir eu le duel, mais Setsu lui a dit d'oublier ça et lui a demandé un navire pour le démon continent. Régulus a accepté de lui en procurer un et a également promis de préparer son armée pour fournir un soutien. Alors, Setsu est allé voir Ro. Voir son visage lui fit immédiatement oublier Luger. Alors, ils sont partis pour arrêter les plans de Thomas. Il y a 10 ans, Setsu et Thomas ont été convoqués pour la première fois et ont été immédiatement confus en entendant le roi et ses sujets les appeler héros envoyés par les dieux. Setsu s'est immédiatement énervé et a dit au roi d'arrêter d'essayer de les forcer à faire son travail avant d'exiger de savoir où ils étaient. Peu de temps après, Setsu avait déjà commencé à s'entraîner tout seul et Thomas avait du mal à comprendre comment il restait si calme par rapport à tout ça. Setsu lui a dit qu'il n'avait pas le choix car ils étaient dans un monde plusieurs fois plus dangereux que de devoir faire face à un tireur scolaire. Mais Thomas était encore paniqué par toute l'affaire. Alors, Setsu lui a promis de rester en vie pour qu'il puisse finalement tout comprendre. Plus tard, en montant, Setsu a soudainement proposé d'arrêter la guerre ensemble, mais Thomas pensait que c'était un exploit impossible pour eux deux à réaliser. Setsu l'a convaincu d'au moins envisager d'essayer puisqu'ils étaient techniquement des héros, alors il a accepté et ils se sont donné un coup de poing amical. Bien plus tard, Setsu a décidé de parcourir le monde pour en savoir plus sur la guerre. Mais Thomas a décidé de rester en arrière parce qu'il était encore trop faible. Ainsi,
ils se sont promis de se retrouver après qu'il ait terminé son entraînement. Setsu est parti avec Grain, Iruka et Théa cette nuit-là, laissant Thomas s'entraîner seul jusqu'à ce qu'il devienne finalement un chevalier connu sous le nom de Silver Hero quelques années plus tard. Ensuite, il a parlé de ses rêves de retrouver Setsu et de mettre fin à la guerre avec les soldats sous ses ordres. Et ils ont tous juré de se sacrifier pour sa cause. Peu de temps après cela, ils ont attaqué une partie du continent démon et se sont introduits dans un temple où il les a conduits à tuer tous les démons qu'ils pouvaient trouver. Après avoir atteint la partie intérieure du temple et trouvé une statue tenant une gemme, il a vu les prêtres du temple qui ont immédiatement commencé à supplier d'être épargnés et à marcher vers eux avec un sourire sur le visage avant de les envoyer brutalement dans l'au-delà. Un de ses lieutenants est venu lui dire qu'ils avaient éliminé les démons. Alors, Thomas lui a dit de rassembler les survivants de leur rang, mais en sortant, il a entendu une voix et a réalisé que quelque chose dans le joyau communiquait avec lui. Il exigea de savoir ce que c'était, mais ensuite cela inonda son esprit avec des souvenirs de la promesse qu'il avait faite avec Setsu avant de prendre le contrôle. Au moment où il a repris le contrôle, il a vu qu'il avait à lui seul éliminé tous ses soldats de confiance et commencé à perdre la tête. Juste à ce moment-là, un chevalier est arrivé sur un cheval et lui a annoncé un traité de paix qui était sur le point pour être signé pour mettre fin à la guerre. Il lui a ensuite dit que les rois et les chefs impliqués dans la signature du traité allaient passer par cette zone. Mais ensuite, il a reconnu une voix provenant d'un carrosse sur le point de passer. Il a vu Setsu avec les rois et peu de temps après, il l'a regardé avec confusion tandis que les rois signaient le traité de paix et qu'un monument pour symboliser l'accord était dévoilé. Pendant que les gens faisaient la fête cette nuit-là, Thomas est allé féliciter Setsu sur le toit. Mais Setsu a dit qu'il avait simplement voyagé autour du monde en tapant des filles pour qu'elles règlent leurs différends. Après avoir également félicité Thomas d'être devenu un héros, il a essayé de lui dire quelque chose, mais ensuite, Iruka l'a appelé pour qu'il puisse commencer la fête. Setsu lui a souhaité bonne chance et était sur le point de partir quand Thomas l'a arrêté et a commencé à parler de tout ce qu'il avait accompli avant de dire qu'il voulait qu'ils retournent tous les deux dans le monde habituel. Il lui a parlé du temple et a dit qu'il avait trouvé un moyen de revenir avec son épée. Mais ensuite, Setsu lui a dit que c'était stupide de revenir après avoir enfin mis fin à la guerre. En entendant cela, le cœur de Thomas s'est brisé parce qu'il avait toujours voulu qu'ils fassent tout ensemble. Et sa douleur a commencé à activer la magie maudite dans le bijou. Setsu lui a souhaité bonne chance pour son retour à sa vie de nain impuissant, mais il l'a arrêté après avoir complètement perdu le contrôle du bijou et a dit qu'il mettrait fin à toutes les espèces pour qu'elles cessent de le distraire. Setsu a senti qu'il était sur le point de perdre le contrôle et a invoqué son épée juste à temps pour le bloquer. Mais cela n'a fait qu'augmenter la psychose de Thomas, alors ils ont commencé à croiser le fer et Iruka l'a appelé après avoir vu les étincelles. Thomas les a vus et a dit à Setsu qu'il allait les finir d'abord avant qu'ils ne se précipitent à nouveau et soient repoussés par la libération d'énergie de leurs épées. Ensuite, Setsu a sauté pour l'achever et a pris un coup dans l'estomac avant de planter son épée dans l'épaule de Thomas, déclenchant une soudaine explosion d'énergie magique. Quelques secondes plus tard, Iruka et les autres sont arrivés, mais Setsu avait disparu et Thomas s'est retrouvé à nouveau dans le temple démoniaque. Après avoir prononcé ces derniers mots au joyau, il s'apprêtait à mourir, mais ensuite celui-ci s'est mis à briller et lui a montré quelque chose. Dans le centre de recherche cette nuit-là, un scientifique a forcé Kaju à monter sur une table avant de le gaver de produits chimiques étranges pour leurs expériences magiques. Pendant que Bildos se faisait griller les cellules cérébrales, Kuro Inu échangeait brutalement ses membres avec ses sœurs et Amer était plongé dans un bain chimique qui rend fou. Leur désespoir collectif et leur désir de s'échapper ont donné à Thomas un nouveau but. Alors il a pris la gemme et a décidé de les sauver. Peu de temps après, toute l'installation a commencé à s'effondrer. Alors les scientifiques se sont enfuis et les ont tous laissés piéger dans leur cage. Quand ils ont finalement pu sortir des décombres, ils ont vu Thomas qui leur a alors raconté son plan pour tout terminer et ils l'ont rejoint. Après avoir terminé Lugdor et transmis son message à Setsu, Thomas s'est excusé auprès de ses nouveaux soldats pour avoir pris si longtemps à rejoindre le combat et leur a dit qu'il était enfin temps de mettre le feu au monde. À ce moment-là, les navires de Distinia approchaient des côtes du continent démon. Après qu'un des soldats ait informé le général de la distance restante, il a commencé à leur faire un discours motivant pour les préparer à une guerre inutile, tandis que les camarades de classe de Setsu souhaitaient être de retour dans le monde normal. En utilisant un appareil détecteur de magie, Théa leur a dit qu'elle avait détecté la signature énergétique magique de Thomas depuis le continent démoniaque, et a dit qu'il était celui qu'ils étaient censés combattre. Après que Grain leur a dit que le général les qualifierait d'espions s'il lui disait, il a dit que Setsu allait probablement leur refaire le coup de la disparition à la dernière minute.
mais Yui leur a assuré qu'il était en route pour les aider. Elle leur a parlé de la promesse qu'il lui avait faite sur le pont avant de prendre une pause gênante. Et cela a touché leur cœur si fort qu'Iruka et Grain ont décidé de se concentrer sur le fait de gagner du temps jusqu'à ce que Setsu puisse arriver. Théa a ensuite dit à Yui de se concentrer sur son objectif, de ne jamais applaudir personne car il n'était techniquement même pas censé combattre les démons. Quelques instants plus tard, ils sont tous arrivés sur les rives du continent des démons et ont chargé pour commencer la guerre. Les démons ont utilisé des explosions magiques pour les accueillir. Alors Grain a dit aux filles et aux camarades de classe de Setsu de le suivre à l'arrière du camp des démons pour éviter la plupart de la bataille. Le général a ensuite ordonné à leurs utilisateurs de magie de riposter pour que les soldats au sol puissent entrer dans les camps des démons. Mais les démons ont riposté pour les retenir. Au moment où les soldats ont finalement percé les murs et sont entrés dans les camps de démons, Grain et les autres étaient déjà à l'arrière. Alors Iruka a dit aux élèves d'éviter le combat avec les soldats démons essayant de s'échapper et leur a demandé d'attendre que les soldats à l'arrière soient réduits avant qu'elle ne charge avec Grain et Théa pour éliminer les plus forts. Les camarades de classe de Setsu en avaient assez d'être des personnages non jouables sans valeur. Alors ils ont décidé de rejoindre le combat. Cependant, l'un d'entre eux avait toujours de mauvaises intentions et n'avait pas trop peur de bouger. Un soldat démoniaque a failli l'ajouter à son bilan, mais il a été éliminé par magie de feu et Yuki est allé la voir. Après avoir promis de la protéger, la bataille continua et ils finirent par retrouver le reste de leurs camarades de classe rassemblés autour d'un des garçons qui allait recevoir son premier corps. Avant qu'il ne puisse officiellement devenir soldat, Yui l'arrêta et lui dit qu'il devrait épargner le soldat car il était déjà blessé. Le garçon lui a dit d'arrêter de penser que le monde était tout soleil et arc-en-ciel et voulait terminer ce qu'il avait commencé, mais elle l'a arrêté à nouveau et a commencé à le supplier de reconsidérer. À ce moment-là, ils entendirent une voix et virent des portails s'ouvrir devant eux avant que les chevaliers géants en armure ne tombent et Yui se souvint immédiatement d'eux depuis ce premier jour où Setsu l'avait sauvé. Dans le moment suivant, une fille démon est apparue d'un autre portail et deux soldats humains ont tenté de la questionner, mais ils ont été immédiatement envoyés de l'autre côté. Voyant qu'elle avait tranché les soldats humains, les démons pensaient avoir l'avantage, mais ensuite les grands chevaliers ont commencé à les attaquer. Après qu'Erika en ait congelé un et que Grain l'ait découpé, ils ont regardé à l'intérieur et ont réalisé qu'ils étaient des gens contrôlés par de la magie maudite. Après avoir examiné de très près la fille démon samouraï, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'Elise. Après qu'Amer ait enlevé sa capuche et demandé s'ils aimaient le nouveau look d'Elise, Iruka a exigé de savoir ce qu'elle lui avait fait. Alors Amer a expliqué qu'Elise était essentiellement devenue une marionnette avant de demander si eux aussi voulaient bien se joindre à elle. Iruka a immédiatement chargé pour l'attaquer, mais elle a fait en sorte qu'Elise se batte à sa place et Iruka a essayé de l'aider à se ressaisir. Mais ça n'a pas fonctionné. Théa et Grain se sont préparés à se battre, donc Eimir a versé un peu de son sang et s'est officiellement présenté à eux, alors que le sang commençait à se transformer et devenait 4 monstres mutants. Après que le monstre serpent ait tenté d'attaquer Alice et Eruka, elle a sauté de côté et utilisé sa magie de glace pour l'endormir définitivement. Grain a également facilement éliminé le singe, alors Emer a envoyé les chevaliers géants et le dragon contre lui. Théa a ensuite utilisé ses pouvoirs pour activer une combinaison triple menace qui les a tous trois projetés au loin. Après qu'Eruka leur ait dit de s'occuper du dernier monstre pour qu'elle puisse affronter Aimer, Yui l'a abattu et s'est précipité pour leur prêter main forte. Théa demanda alors à Aimer si elle avait encore des tours dans son sac, mais elle était à court de mouvements et commença à se frustrer, alors elle envoya Alice pour les achever. Ses mouvements de samouraï n'étaient pas de taille face à Grain, qui décida de l'assommer au lieu de l'achever pour que Setsu ne le finisse pas. Le moment d'après, Eruka fonça pour attaquer Aimer, alors elle dégaina sa lame. Mais Eruka l'écarta facilement et perça à travers son organe magique. Après être tombé, Eruka lui a dit de dire bonjour au faucheur et a commencé à revenir. Mais ensuite, Aimer s'est relevé et a laissé Eruka trop choquée pour bien parler. Après que Théa ait dit qu'elle pouvait sentir sa puissance magique augmenter, malgré la perte de l'organe magique, Aimer a dit qu'elle avait 2 de chaque organe à cause de la modification qu'elle avait subie en grandissant dans le centre de recherche. Elle leur a ensuite raconté comment Tomo l'avait sauvée et a dit qu'elle était prête à se sacrifier pour lui avant d'activer le sort de dépassement de limite et d'invoquer une chimère. Avec la magie qui lui restait, elle a sauté sur sa tête et s'est fusionnée avec lui pour prendre le contrôle total avant de commencer à les attaquer. Après s'être préparée pour une explosion, Yuhi et Théa ont réussi à la bloquer avec leur magie, mais ensuite elle a commencé à se préparer pour une autre, et ils n'ont pas trouvé la force de la bloquer à nouveau. Juste à ce moment-là, un de ses papillons est passé, et alors qu'elle était sur le point de les éliminer, Alice lui a transpercé le dos avec l'épée et a arrêté le contrôle mental. Alice versa une larme pour elle et l'enlaça en se remémorant le temps qu'elles avaient passé ensemble au village avant de se transformer en pierre. Peu de temps après, Eruka et Grain vérifiaient l'état d'Alice tandis que Théa était avec Yuhi à la recherche d'Aimer. Mais ensuite, ils ont ressenti une magie puissante et ont vu une main maudite sortir du sol avant que Kageru ne se révèle. Grain pouvait déjà dire qu'il était fort,
Mais ils étaient tous encore trop faibles pour un autre combat, alors Yuhi a décidé de les protéger. Théa a essayé de l'arrêter, mais elle avait déjà pris sa décision et leur a demandé de fournir du soutien. Alors Grain a accepté à contre-cœur et Eruka lui a fait promettre de tout donner. Après s'être chargé, Kageru s'est préparé à attaquer, mais ensuite, ils ont tous senti Setsu et ont regardé alors qu'il tombait du ciel comme la gravité, prenant une pause avant de dire à Yui qu'il était de retour pour la protéger. Dans la capitale des hommes bêtes plus tôt dans la journée, un chevalier a dit à Régulus que leurs soldats étaient entièrement préparés. Alors il a ordonné que des renforts soient envoyés à la nation démon. L'un des nobles protesta immédiatement contre sa décision, affirmant que cela laisserait leur nation sans défense. Mais Régulus a dit qu'ils seraient tous en sécurité car Setsu avait déjà donné sa parole. Après être tombé du ciel, Yui a bondi sur lui et a commencé à se rapprocher pour un baiser jusqu'à ce qu'il se plaigne de son haleine matinale tout en la repoussant. Elle a sauté en arrière et a dit que c'était à cause de son excitation, alors il a dit que ça allait. Mais ensuite, elle a mentionné avoir appris quelque chose d'Eruka et s'est mise à quatre pattes avant de lui dire de la chevaucher comme il l'avait fait avec Eruka le premier jour. Eruka semblait fier de ses enseignements, mais il a dit qu'un spectacle glauque était plus que suffisant pour lui avant de lui dire de se reculer pour qu'il puisse se battre. Kageru l'a remercié d'être venu parce qu'il avait prié pour un deuxième round et a enlevé sa robe pour lui rappeler leur combat lors du mariage de Tsuruno. Après qu'il se soit chargé de magie maudite, Setsu a décidé de le prendre un peu plus au sérieux et Yuhi a immédiatement activé sa magie de barrière pour les protéger du combat. Voyant cela, Kageru a dit que Yuhi et les autres étaient de pathétiques faibles avant de demander à Setsu pourquoi il les protégeait. Setsu a dit qu'il n'aurait pas de méchants à battre s'il ne les protégeait pas et il a chargé avec son épée pour commencer le combat. À ce moment, Kuroinu utilisait des étoiles de ninja pour faire exploser à la fois des soldats humains et démons. Mais ensuite, une explosion soudaine l'a repoussé et Shironeko a sauté avec Mineko. Après que Mineko ait complimenté Kuroinu pour son look de Catwoman, Shironeko a commencé à parler de comment elle savait qu'elle avait un bon cœur et lui a proposé de l'aider si elle arrêtait d'expérimenter avec les hommes, sur les gens. Cela ne fit que la mettre en colère, alors elle a essayé de les attaquer avec ses lames, mais elles ont facilement bloqué l'attaque et ont réalisé qu'elle devrait lui remettre les idées en place. Après que Kuroinu ait demandé s'ils étaient prêts à offrir leur vie pour sa cause, Mineko est intervenue pour l'empêcher d'atteindre Shironeko et Kuroinu l'a félicité d'être la plus courageuse de la famille. Mais Shironeko était également prête à se battre, alors elle a promis de les envoyer toutes les deux au paradis et a foncé. Shironeko a arrêté son attaque pour que Mineko puisse sauter, mais Kuroinu a dit qu'il devrait en faire plus que sauter pour s'échapper et a continué à les couper tous les deux. Shironeko a ensuite donné un signal à Mineko et a fait un coup de pied sauté pour déséquilibrer les jambes de Kuroinu avant que Mineko utilise ses genoux pour la plaquer au sol. La voyant souffrir, Shironeko a décidé de mettre fin au combat pour éviter qu'il ne finisse par l'applaudir. Mais ensuite, elle a soudainement utilisé des tentacules pour attraper Mineko. Après avoir dit qu'elle leur ferait payer de l'avoir forcé à utiliser les mains de ses sœurs, elle a projeté Shironeko au sol et a commencé à étouffer Mineko. Tout à coup, elle était encore plus en colère contre eux et a décidé d'utiliser la limite de rupture pour maximiser ses pouvoirs. Shironeko a réussi à esquiver son attaque, mais le bras est passé directement à travers le sol et l'a frappé avec un coup de poing mortel qui l'a laissé trembler sur le sol, tandis que Mineko se faisait lentement transformer ses entrailles en purée. Quand elle a traité Shironeko de stupide pour avoir jamais pensé qu'elle pouvait être sœur, Mineko s'est énervée et a dit qu'elle voulait juste la soutenir. Après s'être relevée, Shironeko a dit la même chose, mais Kuroinu a continué d'attaquer avec ses poings magiques. Shironeko a donc sauté vers Mineko et a activé une compétence cachée qui a déchiré les tentacules de Kuroinu en morceaux avant qu'elles ne fusionnent ensemble. Voyant leur capacité secrète, Kuroinu a quand même essayé de les rôtir. Alors ils ont démontré leur vitesse folle et ont dit qu'elle ne faisait pas le poids. Kuroanu a décidé de tenir bon malgré sa peur et a activé tous ses bras pour attaquer. Mais ils ont utilisé une attaque tournante pour contrer et ont arraché tous les bras. Après la chute de Kuroinu, ils lui ont dit d'abandonner, mais elle s'est relevée en se remémorant la vie avec ses sœurs avant les expériences. Quand elle a essayé d'attaquer à nouveau, ils lui ont écrasé les côtes avec un coup de corps et se sont séparés. Après que Kuroinu ait dit que c'était injuste pour eux d'avoir une vie heureuse ensemble, Mineko a demandé des nouvelles de ses sœurs, mais Kuroinu était trop faible pour parler plus, alors ils ont décidé d'aller aider les autres et l'ont laissé là. À ce moment-là, Bildos était seul face à un groupe de soldats démons. Alors ils ont attaqué, pensant qu'il serait facile à vaincre. Mais aucune de leurs épées ne l'a pénétré ou même égratigné. Il les a facilement tous surpassés et a montré sa tenue Balenciaga avant de leur donner des coups de poing et de dire aux autres de faire de leur mieux. Juste à ce moment-là, ils ont tous entendu quelqu'un et ont vu Ryo sauter avec un coup de poing qui a envoyé Bildos voler. Elle sentit immédiatement ses poignets se briser, mais dit aux soldats de reculer avant que Bildos ne se relève et ne la félicite d'avoir réussi à le surprendre. Après avoir également complimenté son corps d'acier,
il lui dit que les scientifiques avaient pratiquement remplacé ses vrais muscles par du fer avant de parler de la façon dont Thomas l'avait sauvé. Elle s'énerva en entendant son nom et dit à Bildos que Thomas était un tyran. Mais Bildos a dit qu'il savait déjà cela et était toujours prêt à se battre pour lui afin qu'il puisse se venger du monde qu'il a abandonné. Quand il a commencé à se moquer de Lugré pour s'être fait exploser le cerveau, elle s'est énervée et a essayé de lui casser la mâchoire avec un coup de pied, mais cela n'a eu que peu d'effet sur lui et l'a laissé avec une jambe en sang. Elle lui a dit de ne jamais se moquer de son peuple et a commencé à charger ses poings pour lui écraser la cervelle. Mais il a dit qu'il en avait assez de ses jacasseries et a commencé à transformer son corps en particules de fer. Après lui avoir dit de s'échapper si elle le pouvait, il s'est complètement dissous en particules de fer et a formé des boules de métal avant de l'attaquer de toutes parts jusqu'à ce qu'elle commence à cracher du sang. Quand elle est tombée, il a pensé qu'elle était déjà allée vers la lumière et a décidé d'aller se battre avec quelqu'un d'autre. Mais elle a commencé à se relever et l'a quitté. Choquée, après avoir dit qu'elle était prête à risquer sa vie pour gagner, elle a libéré toutes ses forces et a commencé à foncer. Alors il a essayé d'utiliser les boules métalliques pour l'arrêter. Mais même après en avoir pris une dans l'œil, elle a continué à foncer et a finalement réussi à lui faire verser un peu de sang. Voyant sa rage, Bildos a décidé de libérer lui aussi tous ses pouvoirs avant qu'elle ne le pousse à terre et commence à essayer de le traverser à coups de poing. Il souriait, pensant qu'elle ne pourrait jamais passer, jusqu'à ce qu'il sente une fissure et décide de planter des pointes en fer dans son corps. Il pensait que c'était fini, mais elle les arracha soudainement et traversa sa poitrine jusqu'à ce que son poing atteigne directement son cœur de fer. Après que les blessures l'aient finalement atteinte, il s'avança et la guérit avec sa magie. Quand elle lui a demandé pourquoi il l'avait fait, il a essayé d'expliquer, mais ses blessures l'ont fait tomber. Alors, elle lui a demandé pourquoi il travaillait avec Thomas. Il a dit que c'était parce que personne d'autre n'accepterait sa saucisse de fer et lui a dit de continuer à se battre. Alors elle a promis de poursuivre son héritage et est partie. À ce moment-là, Kageru était encore en train de se battre avec Zetsu qui l'a repoussé facilement en disant que ses coups étaient trop faibles. Après avoir utilisé sa compétence d'ombre pour le paralyser, Kageru a foncé pour porter le coup final. Mais Zetsu s'est libéré et l'a bloqué avant de le repousser à nouveau en lui disant d'appeler Thomas parce qu'il avait fini de l'utiliser comme échauffement. Kageru a commencé à rire et a dit qu'il allait tout risquer pour gagner avant de libérer tous ses pouvoirs avec Limit Break. Ils ont tous les deux chargé pour l'attaque et cette fois Kageru a réussi à bloquer Zetsu. Mais ensuite, il a sauté d'un mur pour gagner plus de vitesse pour une tranche mortelle visant son épaule. Zetsu n'a toujours pas pénétré à cause de l'armure absorbant la magie de Kageru et a été mise à terre par un méchant coup de poing au visage. Kageru lui a dit d'abandonner, alors Zetsu a décidé de libérer une partie de sa force pour la première fois et a utilisé une attaque de tranche fantôme pour briser toute son armure. Il a dit à Kageru qu'une autre tentative lui coûterait la vie, mais Kageru a répondu qu'il préférait la perdre plutôt que d'accepter la défaite. Alors il a foncé avec ce qui restait de son épée et Zetsu a livré à contre-cœur le coup final. Avec son dernier souffle, Kageru remercia Zetsu de l'avoir fait se battre de toutes ses forces et partit rejoindre ses ancêtres. Thomas sentit immédiatement qu'ils avaient tous été vaincus, alors il commença à libérer sa magie maudite tout en se dirigeant vers le château de Sarino pour que Zetsu puisse le trouver. À ce moment-là, Lévia venait de trouver Sarino, qui pensait qu'ils étaient déjà en sécurité, car elle avait également perçu la mort des sbires de Thomas. Lévia essayait de lui dire que Zetsu était apparu lorsque Thomas les a rejoints après avoir éliminé tous les gardes, et commencé à enflammer tout le château avec sa magie maudite. Quand Zetsu a finalement atteint le château pour les trouver, ils avaient déjà subi une sérieuse raclée de la part de Thomas, qui était content de le voir, mais a dit qu'il se sentait mal de devoir les battre juste pour attirer son attention. Avant qu'il ne puisse finir de réchauffer son épée, Zetsu a attaqué et a commencé à le surpasser. Alors il a sauté en arrière. Zetsu lui a dit d'arrêter d'essayer de mettre fin au monde pour qu'il puisse me parler, mais il a dit qu'il était trop tard pour ça et a dégainé son épée, alors Zetsu a attaqué et il a esquivé pour éviter d'être coupé en deux. Après s'être affrontés avec leurs épées tout en chargeant leur magie, Zetsu repoussa Thomas. Alors il transforma son épée en lance imprégnée de malédiction et la lança sur lui. Mais Zetsu la dévia vers le toit et la magie maudite finit par fendre le ciel. Alors que Sarino utilisait sa barrière pour arrêter les débris qui tombaient, Zetsu a dit à Thomas de se ressaisir. Alors Thomas s'est chargé et a commencé à tirer des faisceaux d'énergie maudite que Zetsu a dû bloquer avec sa tranche fantôme. Le dos de Zetsu était grand ouvert, alors Thomas a utilisé la même technique pour l'attaquer et après que la poussière se soit dissipée, il a vu qu'il avait effectivement réussi à l'atteindre. Après qu'ils aient tous les deux attaqué à nouveau, Zetsu a fait tomber l'épée de Thomas. Mais au lieu de le couper, il a laissé tomber son épée et a continué à lui frapper le visage jusqu'à ce qu'il utilise une explosion magique pour le repousser et l'a presque fait exploser. Il a félicité Zetsu pour être toujours aussi compétent qu'avant et a retiré son épée avant de la transformer en un revolver magique de taille gigantesque. Après qu'un seul coup de feu du pistolet ait traversé le château et ouvert un trou dans une montagne voisine, Zetsu a immédiatement su qu'il devait être arrêté et a repoussé Thomas avant qu'il ne puisse
puisse l'utiliser à nouveau. Touma a continué à tirer, mais il n'a réussi aucun tir, alors il a décidé de passer à une mitrailleuse et a continué à envoyer des balles explosives. Setsu a utilisé une barrière pour rester en un seul morceau, mais il n'a pas pu en activer une à temps pour le deuxième round, alors il a invoqué son épée absorbant la magie et l'a fait avaler toutes les balles avant de se charger et d'utiliser les deux épées pour une tranche fantôme qui a fait exploser Touma. Après qu'il a réussi à survivre à l'explosion, le reste des filles est arrivé au château et a appelé Setsu pour lui dire qu'elles étaient en sécurité. Le voir heureux de les voir a rappelé à Touma ce qui s'est passé il y a 5 ans et cela l'a fait dérailler avec une vague insensée de magie maudite que Setsu a immédiatement reconnue comme celle de cette nuit sur le pont avant qu'il ne soit renvoyé. Touma a recommencé à se transformer et à libérer toute la magie de malédiction qu'il avait pour atteindre sa forme finale. Avec cela, il a commencé à tirer des salves plus rapidement que Setsu ne pouvait esquiver et s'est moqué de lui pour être trop lent à suivre avant de tirer encore plus de faisceaux mortels de magie maudite. Quand Iruka et Grain ont commencé à essayer de motiver Setsu, Touma a décidé de se concentrer sur eux et a lâché 2 explosions folles que Setsu a essayé d'arrêter avec son épée. L'un d'eux est quand même arrivé au château, mais ils ont tous combiné leur magie pour créer une barrière assez forte pour le bloquer, ce qui a énervé Touma. Mais ensuite, Setsu l'a arrêté avec une tranche fantôme, alors il l'a bloqué. Le moment suivant, Setsu a commencé à le recouvrir de dizaines de tranches fantômes jusqu'à ce que son bouclier se brise et le laisse ouvert assez longtemps pour que Setsu l'atteigne et utilise 2 autres tranches fantômes pour l'envoyer s'écraser au sol. Le joyau a soudainement commencé à lui montrer des éclairs de sa vie à nouveau et l'a rempli de haine avant d'amplifier la magie de la malédiction dans son corps et de le laisser avec un méga cannon buster. Après qu'il ait lancé une explosion, Setsu a essayé de se protéger avec sa barrière, mais elle a cédé et l'a grillé avant qu'il ne s'écrase sur le pont. Quand Touma est arrivé et a vu qu'il pouvait à peine bouger, il a déclaré la victoire et a commencé à rire de manière hystérique jusqu'à ce que Setsu commence à se relever et active soudainement une compétence dimensionnelle pour le piéger. Après que Setsu ait commencé à accumuler de l'énergie, Touma a eu peur et a essayé d'utiliser son canon destructeur, mais il n'a pas pu s'y connecter. Et puis Setsu a transformé son épée en un dévoreur de terre de taille monstrueuse qui a commencé à engloutir Touma. Il a paniqué et a commencé à supplier d'être libéré, mais après avoir vu l'expression froide et impassible de Setsu, il a accepté son sort et s'est effacé dans l'oubli. Quelques instants plus tard, Touma s'est réveillé sur le pont et a été surpris de voir qu'il était encore en vie. Donc, Setsu a expliqué qu'il n'avait jamais voulu l'éliminer et qu'il avait juste fait en sorte que l'épée absorbe la magie de malédiction qu'il contrôlait. Il a commencé à pleurer et lui a demandé pourquoi il l'avait sauvé malgré tout ce qu'il avait fait. Et Setsu a dit que c'était pour qu'il puisse payer pour ce qu'il avait fait, au lieu d'avoir une échappatoire facile vers l'au-delà. Le reste de la bande est arrivé sur le pont peu après, et quelques jours plus tard, Setsu est allé le voir dans le donjon avec Sereno et Régulus. Après que Setsu ait dit que sa punition était de sacrifier sa magie pour un sort de transfert afin de renvoyer ses camarades de classe, Touma a été surpris par la punition simple qu'ils lui ont infligée pour avoir tenté de commettre un génocide. Alors Sereno a expliqué qu'il était essentiellement un homme bâton sans sa magie, et Régulus a ri de l'idée qu'il ne pouvait plus utiliser la magie. Après que Setsu lui ait dit de recommencer dans le monde ordinaire, Sereno et Régulus lui ont conseillé d'accepter l'offre pour éviter de changer d'avis, et il a accepté en pleurant de regret. Dans la salle du trône à Distinia peu de temps après, il a activé le sort de transfert et les camarades de classe de Setsu se sont précipités avec excitation pour retrouver leur vie normale. Plus tard sur le pont, Setsu a demandé à Touma pourquoi il n'était pas rentré avec eux, et il a dit qu'il voulait voyager dans le monde pour voir s'il pouvait réparer ce qu'il avait cassé. Alors Setsu lui a souhaité bonne chance et ils se sont promis de se revoir plus tard. Peu de temps après, Setsu s'est également préparé à partir. Mais Iruka a commencé à pleurer en suppliant de partir avec lui, alors Théa et Green lui ont dit qu'elle ne pouvait pas abandonner ses devoirs pour être son jouet d'applaudissement. Après que Yui soit arrivé avec ses bagages, il lui a parlé de ses projets pour s'assurer qu'elle était d'accord avant qu'ils disent au revoir aux autres et commencent à partir. Ils ont d'abord rendu visite à Levia qui essayait de leur dire que les mères étaient complètement sûres quand un autre kraken est apparu et s'est battu avec elle tandis que Setsu et Yui regardaient. Ensuite, c'était Sereno et elle était également excitée de leur montrer les progrès de sa nation ainsi que le nouveau stand de calamar frit de Ruri qui était déjà devenu le lieu de restauration préféré de la nation. À l'extérieur du château de Régulus plus tard, les gardes ont refusé de le laisser entrer à nouveau, mais Roy est arrivé avec Shironeko et Miniko avant de le prendre à l'intérieur et de lui dire qu'ils étaient devenus commandants de l'armée des hommes bêtes. Avec la paix enfin rétablie dans le monde, ils ont tous deux commencé à voyager partout pour trouver de nouvelles aventures. Avec la guerre enfin terminée, Setsu aura-t-il enfin le temps de séduire l'une des filles ou son petit Johnny ne verra-t-il jamais le jour? C'est tout pour cette vidéo. Laissez un pouce en l'air si vous avez aimé et abonnez-vous à la chaîne pour des contenus similaires. Et comme toujours, merci de regarder.